Bonjour à tous et bienvenue sur la clinique. Aujourd'hui, un top 10 des gimmicks les plus pourris à la WWE. Donc j'ai eu cette idée de faire la liste en fait des catcheurs, des gimmicks les plus pourris. Et en fait, je suis arrivé à un nombre très important. Je crois que je suis à 40 ou 50 maintenant. Donc je pense que ça va s'étaler sur plusieurs épisodes. Et aujourd'hui, on va se focaliser sur le premier top 10 des gimmicks les plus pourris. Alors quand je dis top 10, il n'y a pas forcément un classement, parce que voilà, quand c'est un petit peu de la merde, je veux dire, que le mec soit dans le classement, c'est déjà quelque chose en soi. Donc qu'il soit premier, cinquième ou dixième, ça change pas grand chose. C'est simplement un sac de gimmicks de personnages de catcheurs dont on se souvient aujourd'hui, mais jamais pour les bonnes raisons. Donc comme d'hab, installez-vous confortablement. Moi je vous retrouve en fin d'épisode pour faire un petit débrief. Et si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, n'hésitez pas à le faire, à cliquer sur la petite cloche pour recevoir les notifications à chaque fois que je mets une nouvelle vidéo. Donc sans plus attendre, le top 10 des gimmicks les plus pourris d'histoire de la WWE, c'est parti. Comment ne pas consacrer un numéro sur les gimmicks pourris sans commencer par le seul, l'unique, j'ai nommé le Gobbledygooker. Le soir des Survivor Series 1990, l'Undertaker fait ses débuts à la WWE, mais ce soir c'est un autre personnage qui débute, le Gobbledygooker, gimmick qui disparaîtra aussi vite qu'elle est apparue. La naissance de la gimmick a lieu lorsqu'un œuf géant se craque pour donner naissance à cette horrible blague. En plus, en re-regardant le show, on se rend compte que le début de l'Undertaker est presque secondaire, tellement la curiosité de la soirée était vraiment cet œuf géant qui nourrissait l'imagination de chacun. La gimmick mi-dinde, mi-poule, enfin plutôt dinde en fait, n'aura duré qu'un mois environ car elle fut directement accueillie froidement par une foule qui était encore moins exigeante en 1990 qu'elle ne l'est aujourd'hui en 2019, donc imaginez le level de nullité du truc. Un spectacle tellement pathétique que la WWE en parle aujourd'hui ouvertement comme l'un des moments ridicules à ne surtout pas oublier pour continuer de rire quand on en a besoin. La gimmick fera son retour en 2001 lors de WrestleMania 17 pendant la Gimmick Battle Royale. Et sinon on a pu revoir le costume, oui je dis costume car à la base en fait dans le costume c'était Héctor Guerrero, l'oncle d'Eddie Guerrero. Donc on a pu revoir ce costume lors du Raw du 23 novembre 2009 lorsque cette fois le personnage était incarné par nul autre que Maryse, la femme du Miz. Et sinon encore plus récemment, c'est Xavier Woods qu'on a pu voir porter le ridicule costume lors du SmackDown du 26 novembre 2015. Ah là là, pauvre Smash. Smash, ça vous dit quelque chose ? Peut-être pas. Smash, avec son pote Axe, formait les Demolition entre 1987 et 1990, une équipe emblématique de cette période du catch. C'était vraiment des bourrins comme on les aime. Et bien, Smash le bourrin a été recyclé entre 1991 et 1993 en Rippoman. Grosso modo, le Rippoman, c'était un personnage heel qui prenait son pied à piquer des pièces détachées ou même des voitures entières. Pour mieux comprendre la gimmick, le mieux c'est de vous transmettre ce qu'a dit l'ancien Rippoman lui-même. La gimmick en fait, elle vient de Vince McMahon, qui avait prévu de le faire devenir face après que tout le monde l'ait détesté pendant quelques temps. Sauf que ce face turn n'est jamais arrivé, et c'est ainsi que le Rippoman a démissionné de la WWE en 1993, signant alors la mort de la gimmick. Alors lui, que dire ? Eh bien le premier souvenir que j'ai de Damien Demento, ça date du Royal Rumble 1993, qui était la première cassette vidéo que j'ai achetée à la Fnac. Il n'avait pas duré longtemps à la WWE, à peu près un an, d'octobre 92 à octobre 93, période pendant laquelle la performance la plus historique de ce personnage mentalement instable a été sans aucun doute son main event avec l'Undertaker lors du tout premier épisode de Raw, le 11 janvier 1993. En parlant de Demento, je me suis souvenu de Max Moon, qui lui aussi était un participant du Royal Rumble 93 et lui aussi participant du tout premier Monday Night Raw en janvier 93, cette fois face à nul autre que Shawn Michaels, le Heartbreak Kid, pour le titre intercontinental, match qu'il a évidemment perdu. Cette gimmick, elle a d'abord été portée par Conan, qui deviendra un des emblèmes de la WCW, avant d'être donnée à un autre catcheur après que Conan et la WWE se soient brouillés après seulement 3 matchs télévisés. Si vous vous demandez qui était Max Moon, enfin au niveau de la gimmick, c'était censé être un espèce de cyborg venu des confins de l'univers.
En voilà un qui devrait vous plaire tout particulièrement. Déjà parce que c'est plus récent, ça date de 2006, et parce que dans ce groupe de pom-pom girl masculin, il y a une star très connue et encore active aujourd'hui. Donc oui, 2006, c'est l'année pendant laquelle ce groupe est le plus actif. Des pom-pom girls masculins, disais-je donc. Franchement, ouais, c'était assez spécial. Le groupe, il était composé de 5 catcheurs, qui s'appelaient Kenny, Mikey, Johnny, Mitch et Nicky. Ils sont même devenus champions par équipe le lendemain de WrestleMania 22. Bon, c'était Kenny et Mikey qui ont gagné le match, mais c'était en fait l'ensemble du groupe qui était reconnu comme les champions. Et si vous vous demandez qui est la star actuelle dont je parlais il y a quelques instants, et ben en fait il s'agit de Nicky, qui est dorénavant connu sous le nom de... Est-ce que vous savez? Et oui, c'est Dolph Ziggler. Donc vous voyez, il faut savoir être patient et ne pas s'apitoyer sur son sort lorsque ça part un petit peu mal. D'ailleurs, Mikey et Kenny ont fait un retour rapide à la WWE en octobre 2016 pour feuder contre ce même Ziggler. La feud, elle amènera un match de championnat par équipe contre Heath Slater et Rhino lors du SmackDown du 25 octobre 2016, match qui marquera la fin de ce mini-retour. De nouveau, un petit retour en arrière au début des années 90 quand ce géant de plus de 2 mètres incarne un viking nommé Berserker. Malgré quelques matchs en solo contre des jobbers et une rapide feud contre l'Undertaker, c'est surtout entouré d'autres catcheurs, entouré d'autres nombreux catcheurs, qu'on se souvient de ce viking barbu. Viking barbu, un viking quoi. Donc oui, pourquoi est-ce qu'on se souvient de lui surtout entouré de catcheurs? Parce que lors des Survivor Series 1991, il a participé à un match 4 contre 4. Il a participé ensuite au Royal Rumble 92, il a même gagné une bataille royale à 40 catcheurs, toujours en 92, à l'issue de laquelle il a eu le droit d'affronter le champion Bret Hart, champion de l'époque. Il participe aussi au Royal Rumble 1993, où il se fait éliminer par l'Undertaker, et après cette participation, il a assez rapidement disparu. Ouh, ça sent pas bon cette gimmick, et pour cause, parce que Duke the Dumpster Droese était arrivé à la WWE pendant l'été 1994, et il était, je vous le donne dans le mille, un éboueur. Personnellement, je me souviens surtout de lui, car il créait en moi une attente insoutenable. À l'époque du catch familial gentil, qui était surtout plein de gimmicks un petit peu dans ce genre, très coloré, très gentillette, il n'y avait pas vraiment de violence dans les combats, donc j'attendais impatiemment toujours de pouvoir le voir mettre un bon gros coup de poubelle dans la face de quelqu'un. Dieu merci, c'est arrivé quelques fois, pour mon plus grand bonheur bien sûr, et lui aussi, il est réapparu lors de la bataille royale de WrestleMania 17, et avant ça il a même fait une brève réapparition à la WWE, seulement 2 matchs en fait, lors de shows intitulés Shotgun Saturday Night en mars 98, mais ces combats n'avaient pas été diffusés lors de l'émission, donc c'était ce qu'on appelait des dark matchs, ces matchs qui ne sont pas diffusés. Si on exclut les Royal Rumble 95 et 96, il n'a catché qu'une seule fois en solo lors d'un pay-per-view, et c'était en février 96 lors du In Your House 6. Lors de ce show, il a perdu contre nul autre que Triple H, qui avait à l'époque encore sa gimmick d'aristocrate. Donc nous avions avant un éboueur qui puait les ordures, Isaac Yankem, lui aussi, puait copieusement, mais lui ça venait direct de la bouche. Que dire sur ce dentiste de 2,5 m? Il est arrivé à la WWE en juin 95 aux côtés de Jerry the King Lawler, qui le présenta comme son dentiste privé. Alors déjà on peut voir un peu de nouveau, comme je disais, le level de nullité du concept. Mais bon, aussi nul le concept soit-il, il y a quand même une logique. Vous allez voir, en fait, lors du King of the Ring 95, Jerry Lawler affronte Bret Hart dans un Kiss My Foot match. En fait, le concept, c'était que le perdant doive embrasser le pied de son adversaire, pieds nus, etc. Donc on enlève les chaussettes, les godasses puantes, et voilà. Lawler perd le match, et donc Bret lui fout le pied direct dans la bouche, berk, dégueulasse. Et bien c'est pour ça que le lendemain, lors de Monday Night Raw, Lawler débarque et nous présente son dentiste Isaac Yankem. Donc par conséquent, la première feud de Isaac Yankem, elle est toute trouvée. Il affronte Bret Hart lors du SummerSlam 95. En 95 et 96, on le verra à peu près une vingtaine de fois lors des émissions télé, que ce soit Superstar, Monday Night Raw ou des pay-per-view. Et ça va durer, en tout cas sa présence à la télé, jusqu'à WrestleMania 12. Il fera cependant 2 retours sous d'autres identités, dont la première qui mérite d'ailleurs le numéro de ce classement.
Et ouais, vous avez bien lu, le faux Diesel. Donc Diesel, c'était le personnage incarné par Kevin Nash à la WWF de 93 jusqu'à 96. Si vous connaissez l'impact tonitruant qu'a eu l'ère Attitude sur le monde du catch, on peut dire que tout a commencé lorsque Scott Hall et Kevin Nash sont arrivés à la WCW en mai 1996. Avant ça, leur personnage à la WWE, c'était Razor Ramon et Diesel. En ce qui concerne Diesel, pour faire son histoire du début à la fin à la WWE, en fait Diesel est arrivé en 93 en tant que bodyguard, en tant que garde du corps de Shawn Michaels, et si je dis pas de bêtises, la dernière fois qu'il a été vu à la WWE, c'était sous cette gimmick qui est revenue lors du Royal Rumble 2011, et puis ensuite il y a eu encore d'autres petites choses. Donc les mecs partent de la WWE, enfin à l'époque WWF, en mai 96 pour aller à la WCW. Mais ils partent sans leur gimmick. La gimmick était un droit de la WWE, donc c'est pour ça que quand ils sont partis, après ils ont pris leur vrai nom. Et bien en septembre 96, Isaac Yankem, il va troquer sa tenue de dentiste pour celle de Diesel. C'est vrai que les deux hommes sont immenses et il aurait été difficile de trouver un catcheur pour reprendre la gimmick de Kevin Nash sans que ce catcheur soit un vrai géant. Dieu merci, l'horrible imitation ne durera que quelques mois, 3 mois, si j'ai pas de bêtises, qui l'amènera jusqu'à la participation du Royal Rumble 1997 qui marquera sa dernière apparition à la télé à la WWE. Par contre, peut-être que vous l'aurez déjà reconnu car il fera encore une fois un retour la même année, en octobre 97, en intervenant pendant le premier match Hell in a Cell de toute l'histoire entre Shawn Michaels et l'Undertaker. La raison de cette intervention ? Eh bien, c'est très simple, car les gimmicks d'Isaac Yankem et du faux Diesel étaient toutes les deux incarnées par celui que l'on connaît depuis maintenant 21 ans sous le nom de Kane. Incroyable, non ? Pour finir, une des pires gimmicks de tous les temps, en tout cas c'est mon avis. On n'en parle pas souvent, mais pour moi elle a une place de choix dans ce sac de chiasse catchesque. Vous connaissez tous Devon Dudley, le frère de Bubba Ray Dudley qui formait les Dudley Boys, peut-être la plus grande tag team de l'histoire du catch moderne. Ils ont tout raflé aux US, à la WWE, à la ECW, pas à la WCW, et aussi au Japon par contre. La chienlit du révérend Devon, elle a commencé en avril 2002, lors du premier draft des rosters Raw et SmackDown, parce que c'est la première fois qu'il y a eu un split, qui intervenait juste après en fait que la WWF soit devenue WWE. Bubba Ray, lui, il a été drafté à Raw et Devon à SmackDown. Et il n'a pas fallu longtemps pour que la WWE revienne sur sa mauvaise décision pour remettre les Dudley Boys ensemble. Cela dit, ce classement aura eu au moins le mérite de présenter au monde son garde du corps, le monstrueux Batista. Donc dans toutes les mauvaises décisions, dans toutes les mauvaises situations, il y a toujours un enseignement à tirer ou une porte de sortie positive. Voilà, j'espère que l'épisode d'aujourd'hui vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à commenter, à partager sur les réseaux sociaux. Oui, comme d'hab, à vous abonner, à dire ce que vous avez pensé. Est-ce qu'il y a des gimmicks que vous aimeriez voir dans les prochains épisodes ? De toute façon, j'ai déjà la liste, donc je suis en train de réfléchir à tout ça et je vais le monter dans les prochaines semaines. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Et d'ici le prochain upload sur la chaîne, n'oubliez pas de regarder du catch 24 heures sur 24.